Ok, super. Donc, vous êtes là après la pause café. Comme on a le plaisir d'écouter Rémi. Rémi est directeur de recherche INRIA à Lyon. Rémi était à Rennes et puis s'est attiré par Grenoble et sur le chemin, il s'arrête à Lyon. Avec plaisir de m'écouter. Merci de l'introduction. Question technique, je prends le micro ou ça va au fond? C'est pour les Pour le Zoom, il vaut mieux le micro, c'est ça? Ok. Donc je ne vais pas crier, je vais parler un peu plus doucement pour que tout le monde puisse m'entendre, y compris à distance. Donc avant tout, un grand merci pour l'invitation à parler aujourd'hui. Ces journées sur la recherche en apprentissage frugal, j'avais connaissance de l'édition de l'an dernier qui m'avait déjà donné bien envie. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes et puis de sujets avec lesquels je sens des affinités avec les thèmes dont je vais vous parler. Et en même temps, on ne se croise pas forcément en conférence, on n'est pas forcément dans les mêmes communautés, mais il y a vraiment, je crois, des fortes complémentarités, puisque pour viser de la frugalité, et on va reparler un peu, je donnerai un peu mon point de vue sur peut-être des nuances sur des choses qui ont été exprimées hier sur la frugalité, c'est qu'il y a vraiment besoin de tous les niveaux, il y a besoin de comprendre concrètement ce que ça signifie en termes de watts, etc. Il y a besoin de choses au niveau des infrastructures, des services, des serveurs, etc., du réseau. Et puis, quand on parle d'apprentissage, eh bien, il y a aussi sans doute des briques qui peuvent venir de la conception même des outils d'apprentissage et peut-être de revisiter certaines façons de faire de l'apprentissage. On en a vu des exemples d'ailleurs ce matin avec le decentralized, le federated, la croissance d'architecture. Donc moi, mon credo, c'est que la parcimonie, ou mon credo, ou alors mon joujou, c'est la parcimonie. Ça fait des années que je l'utilise d'abord dans un contexte de traitement du signal, et puis aujourd'hui dans un contexte d'apprentissage. Et je vais essayer de vous raconter un petit peu pourquoi je pense que c'est quelque chose qui prend aujourd'hui des formes différentes de ce qu'elles ont pu prendre à une certaine époque, mais qui vaut le coup de revisiter, de recreuser, et qui offre un certain nombre de perspectives intéressantes. Et quand on creuse, on s'aperçoit aussi que ce qu'on croyait savoir, on ne savait pas si bien que ça, ou les perspectives changent. Donc, pour commencer, est-ce qu'il y a un délai là sur le... Quelque chose d'étonnant, toujours l'affichage. Sur mon écran s'affiche le transparent suivant, alors que ici s'affiche encore le transparent de titre. Ah, le partage d'écran est en pause. Donc, reprendre le partage. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en pause. On fait une petite pause technique. Où est la souris ? Je vais arrêter le partage et puis remettre le partage. Remplacer en partage sans la lecture.
pas passer sur le Zoom. Ah oui. Alors, pas expert. Bon, je vais faire Christophe Moine, un peu plein écran. Merci. Donc, voilà, on a passé quelques minutes. Je vais commencer par peut-être enfoncer quelques portes ouvertes par rapport à des thèmes qui ont été discutés. Pour éviter d'enfoncer trop, j'ai quand même supprimé des transparences sur ChatGPT, la consommation, etc. Je crois qu'on sait de quoi il retourne. Donc pour commencer, voilà, bon, je pense quand même que quand on parle d'apprentissage frugal, la première chose qui vient en tête, c'est que c'est quand même un peu un oxymore. Si on pense que aujourd'hui l'apprentissage, ça a tendance, enfin en tout cas, quand on en entend parler dans les nouvelles, c'est du toujours plus, alors que la frugalité, c'est quand même aussi essayer de contrôler les ressources qu'on dépense. D'un autre côté, la sobriété la plus extrême, je l'ai illustré pour ceux qui connaissent ici, c'est bon, le cimetière de Loyasse, hein, on peut tout arrêter, mais où est-ce qu'on place la question, c'est où on place le curseur. C'est pour être un peu provocateur, mais on voit bien qu'il y a des domaines où il est légitime d'utiliser des ressources. Il y a peut-être des domaines où on peut se questionner sur quelle est la quantité, quelle est la juste quantité de ressources à consommer et comment trouver des équilibres. Donc, disons que, en tant que scientifique, je pense qu'on peut essayer d'explorer, d'informer, de trouver des réponses qui permettent de savoir qu'est-ce que c'est effectivement que les possibilités qui nous sont offertes pour placer le curseur. Et ensuite, il y a les choix de où on le place effectivement sont peut-être d'une autre nature, qui peut nous concerner en tant que citoyens, mais qui sont des choix. De quoi parle-t-on quand on parle de ressources? Évidemment, il y a les bits et les flops, donc les quantités qui représentent essentiellement les quantités de mémoire nécessaires ou de calcul nécessaires, avec, je ne l'apprends à personne dans cette salle, des aspects liés c'est lié à des véritables coûts physiques, mais ce sont des proxys pour représenter ces coûts physiques. Euh, J'en profite pour dire que quand on se contente de travailler avec ces proxys, on aimerait bien avoir des abacs un petit peu simples mais raisonnables pour avoir des conversions, par exemple. Est-ce que quand on change la précision des calculs, si on divise par 2 le nombre de bits, est-ce que ça a tendance à diviser par 2 l'énergie ou est-ce que ça a tendance à diviser par 4 l'énergie? Enfin, est-ce qu'il y a des règles simples? C'est des choses qui pourraient guider un certain nombre de développements. Mais donc ça a des coûts évidemment, mais ça a aussi des impacts un petit peu différents, hein. Être capable de traiter les choses plus rapidement, parfois c'est important euh, pour comment dire, si on fait un IRM d'un patient, être capable d'analyser l'image en quelques minutes ou quelques heures, ou plutôt que quelques semaines ou quelques mois, forcément ça a un impact sur les traitements qu'on peut offrir, par exemple. Bon, évidemment, du point de vue informatique, on va dire, c'est les bits et les flops, mais c'est aussi les ressources, les données et les annotations de données sont évidemment aussi une ressource qui a son importance. Dans certains scénarios, des données sont disponibles en abondance, mais on sait bien qu'il y a un certain nombre de domaines scientifiques où l'envie est là d'utiliser des méthodes d'apprentissage pour améliorer telle ou telle méthode, mais les données sont rares ou difficiles à acquérir. Et les coûts ne sont pas seulement des coûts d'acquisition, les capteurs, le coût de déployer des capteurs, etc. Il y a aussi le coût de labellisation. Soit il faut faire appel à des experts, soit parfois on fait appel à des gens dans des pays du tiers-monde pour faire des labellisations. Donc il y a aussi des enjeux sociaux derrière ces ressources en données. Euh, ce que, ce dont on peut s'apercevoir aussi, c'est que bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de focus sur les régimes où il y a abondance de données et où qui vont poser un certain type de défis, mais la parcimonie, la frugalité, c'est aussi être capable donc d'aller creuser les scénarios qui sont rares en données. La nature des défis est un petit peu différente dans les deux cas. Quand on a
abondance de données, c'est a priori une opportunité, parce que, on va dire, il y a beaucoup d'informations disponibles dans les données, mais le défi est gourmandise. Est-ce que le micro passe encore? Oui. Donc l'enjeu, c'est vraiment de réduire plutôt les ressources de calcul et de mémoire nécessaires pour extraire l'information latente dans ces données. Dans le régime de faibles données, on peut s'attendre à ce que certains coûts de calcul puissent être augmentés si on veut être capable de distiller l'essence comment dire, de l'information qui est cachée dans très peu de données. Donc, malgré la complexité des données, il peut, enfin, bref, l'enjeu est un peu différent. On y reviendra. Donc, quand on parle de frugalité, finalement, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'efficacité, d'efficience moi, je vous propose une petite lecture simple de ce qu'on a, et un tout petit peu nuancé par rapport à ce qui a été évoqué hier. Encore que, voilà, il y a eu des discussions de couloir aussi, et je pense qu'on retrouvera ces éléments. L'idée, c'est que bon, il y a un compromis entre les ressources qu'on consacre et la performance qu'on espère. Donc ici, performance, plus on est bas, mieux on est, puisque ce sera typiquement de l'erreur de prédiction. Donc, on peut voir ça de façon dynamique. On est à un moment dans notre histoire où on a pour un problème donné voilà, un point de fonctionnement, voilà les ressources qu'on consacre et voilà la qualité de la performance qu'on est capable d'obtenir. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'apprentissage comment dire, mainstream, enfin la version habituelle, c'est de se dire mon unique but, c'est d'améliorer la performance, quoi que ça coûte, et donc avec donc un but qui est surtout de diminuer l'erreur, et s'il faut augmenter les ressources, on augmente les ressources. Alors quand on vise l'efficacité, je dirais que le schéma, c'est de se dire, bon, je me préoccupe un petit peu des ressources, mais je veux diminuer l'erreur, mais en utilisant pas beaucoup plus de ressources. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut se demander, enfin, suivant le scénario, suivant la tâche, suivant de quoi il s'agit, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des situations où il y a un niveau de performance qui est suffisant, acceptable? C'est pas toujours facile à définir. Je me garderai bien d'en donner une définition pour quelques domaines que ce soit. Mais si on se retrouve dans une situation où, bon, pour une raison ou une autre, on est capable de se dire que bon, il y a déjà quelque chose de satisfaisant à ce moment-là, alors ça devient particulièrement facile de se poser la question de frugalité, parce que parce que là ne se pose plus la question de augmenter la performance, ça devient vraiment de diminuer les ressources. Et voir si on a déjà atteint, si on est déjà en dessous du seuil de performance limite, ça peut se faire même au prix d'une légère dégradation de performance. Et donc toute la question, c'est jusqu'où on peut aller en réduisant les ressources tout en restant sous un seuil de performance acceptable. Bon, je vous ai dit, hein, j'enfonce quelques portes ouvertes pour commencer. Et puis bon, voilà, je réinsiste sur le fait que le choix de qu'est-ce qu'un seuil, ça c'est un seuil acceptable, ça, c'est peut-être pas facile, surtout quand on est sur des modèles un petit peu génériques, de le définir. Ça va être plutôt dans un contexte sociétal, économique, politique, qu'il va y avoir des décisions, qu'il peut y avoir des décisions à prendre et des questions de régulation. Donc, sous cet angle un peu générique, finalement, le défi, c'est vraiment d'essayer de comprendre et de maîtriser au mieux quels sont les compromis fondamentaux entre les ressources qu'on a à l'eau, la performance qu'on peut atteindre, et essayer de trouver des courbes de Pareto. On en a vu quelques-unes dans les exposés précédentes, des courbes de Pareto empiriques. Est-ce que dans certains scénarios, on peut avoir des alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à des garanties théoriques qui nous permettent de dire qu'on ne peut pas descendre en dessous de quelque chose, voire, et de l'autre côté, des algorithmes dont on peut, ou des méthodes dont on peut montrer qu'elles s'approchent de la courbe de Pareto qui nous intéresse. Bon, je pose les questions, je ne vous dis pas qu'il y aura des réponses dans cet exposé hein, sur ces aspects. Maintenant, on peut prendre un autre point. Alors ici,
C'est encore une courbe avec des compromis, mais ce qu'il y a sur les axes, ça a changé un petit peu. Ici, on peut regarder quelque chose qui a été mis en lumière, par exemple, dans un papier de Shai-Shalev Schwartz et Nathan Srebro, c'est qu'il peut aussi y avoir des compromis entre la nature des ressources, entre les quantités de ressources, les ressources en données et les ressources en calcul. Il existe des scénarios d'entraînement où, si on a beaucoup de données, en fait, on peut obtenir la performance qui nous intéresse avec moins de calculs. Et si on a moins de données, il nous faut plus de calculs. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'en général, disons qu'une méthode standard, il y a plus de données, voilà, on manipule plus de données, on fait donc plus de calculs, mais parfois on peut être amené à faire moins d'itérations pour arriver au même résultat. Et ceci peut être la réduction du nombre d'itérations peut être telle que au total, on aura fait moins de calculs pour obtenir la même performance. Et donc ici, c'est une façon d'illustrer que avec ce point de vue, on a d'autres défis, c'est essayer de comprendre comment on peut effectivement exploiter l'abondance de données pour essayer de réduire la quantité de calcul. Auquel cas, on fait un pas en avant vers des formes de frugalité sans perdre les opportunités offertes par la quantité de données. Et de l'autre côté, eh bien, c'est ce que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, c'est comment apprendre malgré la rareté des données. S'il y a des scénarios, j'en peux imaginer, dans certains domaines scientifiques, je sais pas, où construire des instruments de mesure extrêmement coûteux, on va avoir une quantité limitée de données, mais s'il y a vraiment des enjeux pour en extraire la subscientifique moelle, peut-être que investir dans les algorithmes et dépenser en ressources de calcul pour extraire cette information reste quelque chose qui en vaut la chandelle. Alors, voilà pour les généralités. Maintenant, je voudrais revenir à cette notion de parcimonie que j'ai mis dans le titre. Et je vais commencer par... alors, je ne sais pas qui d'entre vous... je peux faire un sondage. Qui est familier avec une forme ou une autre de notion de parcimonie Ouais, je reste flou pour voilà. Donc, bon. Alors, je pense que tout le monde a peut-être entendu le mot parcimonie au sens près de ses sous. Et c'est un petit peu enfin, être parcimonieux, c'est de ne pas vouloir beaucoup dépenser. Et puis, on va voir qu'il y a des sens, comment dire, un peu spécifiques qui ont été donnés à cette notion, notamment en traitement de signal, en apprentissage. Donc, je vais commencer par les rappeler brièvement. D'abord, bon, la parcimonie, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date notamment de la notion du rasoir d'Occam, qui a donné son nom, ou plutôt, on a pris le nom. Notre équipe a choisi de prendre le nom d'Occam en son honneur. Donc, aujourd'hui, la parcimonie, une définition standard de parcimonie, c'est quand on manipule des données qui se représentent sous forme de vecteurs en grande dimension ou de matrices. Parcimonie, le sens le plus restrictif et le plus standard, c'est de dire que ces vecteurs ou ces matrices ont beaucoup de zéros. Il y a des zéros partout, presque partout, et il n'y a que quelques coefficients non nuls. C'est la notion de vecteur creux ou de matrice creuse. Et c'est par exemple, en traitement de signal et de l'image, j'y reviendrai, dans la façon de représenter les données. Donc, c'est une façon d'exprimer tel signal sonore, telle image, d'une façon qui permet de l'exprimer avec peu de coefficients. Donc, on peut imaginer avec des formes de compression de ces données. Mais c'est également quelque chose qui peut se retrouver dans l'expression des paramètres d'une méthode. On peut penser notamment, il y a des formes cachées de parcimonie dans des transformés rapides ou dans des réseaux des réseaux de neurones qui ont un nombre limité de connexions et donc un nombre limité de calculs et donc un nombre limité de flops. Donc, la parcimonie est quelque chose qui, à partir d'une définition assez stricte et standard sur des vecteurs ou de micros, plus bas. Je vais essayer comme ça. Merci. Et s'il y a d'autres remarques, que ce soit sur le micro ou pour m'interrompre, n'hésitons pas. Donc, on verra qu'il y a des nouveaux avatars aussi de ces formes de parcimonie. J'en évoque déjà. Il y a des modèles de rang faible et ce genre de choses qui
qu'on peut considérer comme des versions modernes de la parcimonie. Alors, un petit exemple concret. Ici, à ma gauche, un signal en haut, un signal sonore, une image en bas. Quand on transforme ces signaux ou ces images avec l'outil approprié, une transformée en fréquence pour le signal sonore ou une transformée en ondelette pour l'image, eh bien, on se retrouve avec une représentation, ici une représentation temps-fréquence, où toute la représentation temps-fréquence est essentiellement noire, sauf à quelques endroits où il y a un peu de vert, un peu de rouge. Ça veut dire qu'il ne se passe rien à la plupart des temps et des fréquences, mais pour certaines harmoniques, il y a quelques endroits où il se passe quelque chose. Donc, il y a une forme de parcimonie du signal sonore dans le domaine temps-fréquence. Par exemple, je me tais de temps en temps, 0. Quand je parle, aux fréquences que j'émets, il se passe quelque chose. Pour l'image, en ondelette, alors avec un code couleur différent, voilà, il y a quelques coefficients d'ondelette qui sont significatifs, les autres sont nuls. Pas besoin de savoir exactement ce que sont des ondelettes, mais on obtient une représentation qui est avec peu de coefficients non nuls. Et cette représentation est une représentation qui est inversible. Donc, on peut, à partir de cette représentation, reconstruire l'image de départ ou le signal de départ, ou en tout cas une très bonne approximation. Donc, bon, pour ce type de données, il y a ce fait qui a été observé, enfin, les transformées en question ont été construites, et donc ça devient un peu un don de la nature de savoir qu'il y a cette parcimonie cachée et on va pouvoir l'exploiter. Donc, alors pourquoi, comment l'exploiter? En fait, c'est assez naturel d'avoir comme objectif de faire de viser une représentation parcimonieuse. Pourquoi? Parce que si on veut comprimer les données, avoir un vecteur avec seulement quelques coefficients non nuls, c'est quelque chose qu'on peut décrire avec beaucoup moins de bits que si on avait un énorme vecteur dont tous les coefficients sont significatifs. C'est ce qui est utilisé dans les codeurs MP3 et tous les dérivés pour l'audio. C'est ce qui est utilisé d'une manière ou d'une autre dans les codeurs d'images JPEG. Voilà, il y a ces formes de parcimonie qui sont exploitées. Donc, c'est un objectif pour comprimer. Et puis, on a de la chance. Il y a ce don de la nature. Il se trouve qu'on connaît les domaines où des signaux et des images sont parcimonieux. C'est aussi un objectif naturel quand on veut faire des calculs sur des données qui ne soient pas trop coûteux. L'exemple de base du calcul qu'on veut faire, ça apparaît à tous les niveaux, c'est le calcul, c'est l'algèbre linéaire, c'est multiplier un vecteur par une matrice. Si on veut multiplier un vecteur de taille n par une matrice, a priori, le coût, c'est n carré. Et il n'y a pas vraiment mieux à faire pour une matrice quelconque. Mais on sait qu'il existe des transformés rapides, et en fait, à ma gauche, les représentations qu'on a sont obtenues avec des transformés rapides. La transformée de Fourier a une transformée rapide, la transformée en ondelette est rapide. Il y a des coûts qui sont plutôt linéaires en n ou presque linéaires avec un facteur logarithmique. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces matrices particulières sont associées à une transformée rapide? Une idée? Bon, parce qu'il y a des algorithmes, on peut écrire transformée de Fourier rapide, vous avez peut-être que vous avez l'occasion de voir comment ça s'écrit, mais en fait, ça peut s'écrire de façon relativement simple en algèbre linéaire. En fait, le phénomène de base, c'est que la matrice qu'on veut appliquer s'écrit en fait comme le produit d'un petit nombre de matrices, et chacune de ces matrices est creuse avec peu de coefficients non nuls. Si vous revisitez la transformée en ondelette, si vous revisitez la transformée de Fourier rapide, le fait que ce soit des transformées rapides, c'est à cause de cette propriété. Donc, cette structure, on voit qu'en fait, il y a encore de la parcimonie cachée. Donc, la parcimonie sert à la fois pour représenter les données, mais pour représenter les calculs sur les données. Donc, comment elle s'utilise? Là, j'ai parlé de la parcimonie comme objectif, réduire les calculs, réduire la taille de représentation des données. Elle a beaucoup été utilisée aussi comme une propriété, j'ai dit un don de la nature, une propriété qui nous aide à résoudre des problèmes. Indépendamment de l'aspect complexité, c'est une propriété qui rend un certain nombre de problèmes a priori difficiles faisables. Et notamment, il y a eu une énorme gamme de travaux autour des problèmes inverses en traitement de signal et l'image, où l'idée, c'est que vous avez un signal ou une image en grande dimension, et puis vous en avez une observation indirecte et partielle. A priori, ils avaient beaucoup d'inconnus
et peu d'équations associées à ce que vous avez observé. Donc, si vous n'avez pas de connaissances a priori, votre seule observation n'est pas suffisante pour reconstruire votre inconnu. Mais la connaissance du fait que ce que vous cherchez à reconstruire est parcimonieux dans un certain domaine est quelque chose qui réduit la complexité de l'inconnu, réduit sa vraie dimension et qui rend possible la construction de méthodes avec des garanties de reconstruction, avec des garanties statistiques, de la stabilité et avec des algorithmes de complexité bornée. Donc, des exemples, hein, l'IRM, on fait quelques mesures avec une IRM qui permettent de reconstruire une image 3D. Si on devait mesurer la valeur de chaque voxel dans le cerveau d'une personne indépendamment, le temps de mesure, il faudrait rester plusieurs heures, voire plusieurs jours dans l'IRM. Et les techniques de mesure sont différentes. Elles font un nombre limité de mesures, mais elles exploitent des connaissances a priori sur le fait que un cerveau, c'est pas n'importe quoi, pour reconstruire l'image souhaitée. Donc, dans l'approche, ce qui a vraiment été beaucoup développé, c'est des techniques qui exploitent un modèle parcimonieux, alors soit au sens strict, il y a ce qu'on cherche à reconstruire est un vecteur parcimonieux ou est parcimonieux dans un domaine transformé, soit aujourd'hui avec des variantes où il y a des formes de structure, où il y a du rang faible, où il y a des choses, mais il y a en fait, ce que je vais appeler parcimonie par la suite, c'est aussi des situations où il y a il y a des variables latentes qui ont une faible dimension cachée, un intrinsèque caché. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, dans un certain nombre de situations, non seulement ça permet d'avoir des garanties sur le fait que le problème devient bien posé, stable, mais on a des algorithmes de complexité bornée. Donc, dans ce cas-là, on est vraiment passé de la parcimonie comme un objectif, un but, à parcimonie comme quelque chose, une connaissance qu'on peut exploiter et qui rend possible la résolution de certains problèmes qui ne l'étaient pas si on n'exploitait pas cette connaissance. Et là, peut-être une digression ou une petite anticipation sur des choses qu'on peut avoir envie de faire dans un contexte d'IA frugal, c'est de se dire, bon, OK, on peut chercher à acquérir le plus de données possible pour faire de l'apprentissage, mais en même temps, il y a des situations où il y a aussi, on a des siècles de connaissances acquises, des modèles, et il s'agit de connaissances a priori qu'on exploite. Ici, la parcimonie, c'est une façon d'exploiter conjointement des modèles qui nous ont permis de savoir que, en général, ce qu'on cherche à faire, enfin, ce qu'on cherche à manipuler à telle propriété, et des mesures et comment les combiner intelligemment pour voilà, ne pas avoir besoin de faire trop de mesures et ne pas avoir besoin de faire trop de calculs. Alors, plus récemment, donc, je l'ai déjà un peu évoqué, mais ces modèles parcimonieux ont évolué. D'abord, on les rend plus flexibles. Le domaine transformé, par exemple, on pouvait supposer qu'il y avait parcimonie en temps-fréquence. On peut apprendre à la transformer. Il y a des problèmes d'apprentissage où on va choisir l'apprentissage, ce qui s'appelle l'apprentissage de dictionnaire, par exemple, choisir la représentation, la transformée inversible qui va nous amener vers une représentation parcimonieuse. Et puis, les algorithmes de reconstruction à partir de mesures de petite dimension ont aussi évolué. On y a introduit de l'apprentissage. Il y a des choses qui s'appellent des méthodes plug and play. On apprend des débruiteurs et on a des algorithmes itératifs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des situations où il commence à y avoir un interfaçage entre la flexibilité que donne l'apprentissage et un cadre théorique bien établi grâce à toute cette historique sur les problèmes inverses, où on sait ce qu'il faut attendre comme propriété d'un réseau de neurones, par exemple, pour que ces algorithmes soient stables et des garanties de reconstruction dans certains scénarios contrôlés. Et puis, donc, il y a de l'apprentissage qui apparaît dans la parcimonie devient sujette à l'apprentissage, notamment par rapport aux représentations et aux algorithmes. Et il y a également, elle donne lieu aussi à des techniques où on va volontairement réduire la dimension. Parce que si on sait que
quand la façon dont on mesure les données qui réduit la dimension, si l'opérateur de mesure que je notais M ici a des bonnes propriétés, on sait garantir qu'il n'y a pas de perte d'information et qu'on sait reconstruire des données parcimonieuses dans le bon domaine. Ça amène dans un certain nombre de scénarios où on a un peu de flexibilité sur comment construire cet opérateur de mesure, à essayer de le concevoir pour qu'il réduise au maximum la dimension, tout en préservant l'information nécessaire. Donc pour ceux qui connaissent la notion de compressive sensing, c'est ce qui a été, c'est l'idée clé dans le compressive sensing. On construit des opérateurs de mesure. Ça a permis de diminuer les temps de mesure en IRM pour que des patients puissent rester moins longtemps dans la machine. Mais c'est également quelque chose que, si j'ai le temps, j'évoquerai, peut être redéployé dans un contexte d'apprentissage, où cette fois-ci, on va faire de l'apprentissage compressé. Et ce qu'on cherche à compresser, c'est non pas une donnée, c'est un jeu de données. C'est une collection d'entraînement qu'on va essayer de résumer à sa substantifique moelle en utilisant le fait que, quelque part, le jeu de données lui-même est descriptif d'une façon, enfin, où les propriétés statistiques du jeu de données peuvent être décrites d'une façon relativement concise. Alors, je pense qu'il est temps de rentrer dans un petit peu quelques exemples plus concrets. Et donc, je voudrais aborder, si j'en ai le temps, j'aborderai deux catégories d'exemples. En tout cas, j'aborderai celui de gauche. Une notion de parcimonie qui peut être déployée quand on s'intéresse à l'apprentissage et on veut introduire de la parcimonie dans les réseaux profonds. Alors ici, j'ai dessiné un réseau en haut, un réseau à couches, dont toutes les couches sont associées à des matrices denses de poids. Et introduire de la parcimonie, c'est essayer de remplacer ce type de réseau par un réseau où il y a beaucoup moins de connexions, avec l'idée que réduire le nombre de connexions, ce serait un proxy pour dire que il va y avoir moins de mémoire pour stocker le réseau. On pourra le faire tenir dans un dispositif avec une mémoire limitée. Et possiblement aussi moins de calcul pour calculer la sortie étant donné, du réseau, étant donné une entrée. Alors je dis possiblement parce que on pourra y revenir. C'est pas si simple. Les GPU sont très optimisés pour travailler avec des matrices denses et donc obtenir effectivement des gains en temps de calcul ou en consommation énergétique en remplaçant par des matrices creuses, c'est pas si simple. Ça fait partie de travaux en cours. Il y a des efforts pour essayer d'y aboutir. Donc, premier volet sur lequel je passerai l'essentiel du temps. Et si j'ai le temps, je donnerai aussi un aspect, un petit éclairage sur la notion d'apprentissage compressif, où l'idée, c'est que quand on a une collection d'entraînement, a priori, ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est de la résumer à une espèce d'obtenir un résumé, qu'on appelle un sketch, qui résume vraiment collectivement des propriétés collectives de l'ensemble des données d'entraînement et qui contient suffisamment d'informations pour qu'on puisse, bah, à partir de ce simple sketch, faire la tâche d'apprentissage qu'on vise. Alors, on verra, il y a quelques tâches simples d'apprentissage non supervisées sur lesquelles on sait faire. Le problème reste assez ouvert pour des tâches plus générales et notamment la classification supervisée. Donc, du côté des réseaux parcimonieux, de quoi s'agit-il? On peut vouloir partir, de quoi il s'agit au sens un peu large. Il peut s'agir d'élaguer un réseau donné qu'on a déjà entraîné et puis essayer a posteriori d'en réduire la complexité. Ou alors, comme présenté dans l'exposé de Guillaume tout à l'heure, évidemment, on peut aussi essayer de faire croître un réseau, mais de s'arrêter d'avoir un réseau qui va avoir une complexité faible par rapport à un réseau dense, tout en ayant des performances similaires. Mais finalement, si on prend parcimonie au sens très large, on peut aussi se dire que finalement, il s'agit de réduire l'empreinte d'un réseau, donc essayer de comprendre, est-ce qu'on a vraiment besoin de 32 bits par coefficient pour représenter un réseau? Dans quelle mesure on peut quantifier? Il y a des approches empiriques. Est-ce qu'on peut développer des méthodes basées un peu sur l'analyse pour comprendre comment on quantifie les réseaux? Et puis, il y a aussi la question de remplacer des couches, notamment des couches denses, peuvent représenter une grosse proportion des poids dans un réseau, par des couches, alors
peut-être pas directement des couches parcimonieuses, parce que ça voudrait dire qu'on peut, on peut vraiment se passer de coefficients, mais peut-être les remplacer par des couches structurées, par exemple des produits d'un petit nombre de couches parcimonieuses, ce qui amène, comme on l'a vu, à des transformés potentiellement rapides et à une réduction du nombre de paramètres et des coûts. Alors, quand on fait ça, ben on est amené à regarder des problèmes d'optimisation, euh, puisque l'apprentissage, enfin, c'est l'occasion de revenir sur un petit exemple concret. L'apprentissage, c'est exprimé comme un problème d'optimisation. Regardons un petit exemple tout simple où on veut entraîner un réseau de neurones à une couche cachée. Ici, une couche relue. Je n'ai pas mis de biais. Voilà, il y a donc les paramètres du réseau, qu'on appelle θ, c'est deux matrices de poids, le poids sur la première couche, les poids sur la deuxième couche. Voilà, une certaine fonction fθ de x qui est classique. Et le problème d'entraînement, bah, c'est un problème, là j'ai un problème de régression, c'est un problème de minimisation. Il s'agit de θ qui minimise cette fonction. Alors évidemment, on ne va jamais obtenir les minimiseurs, mais on espère, enfin, on a des algorithmes, gradient stochastique, etc., qui essayent de converger vers quelque chose qui ne serait pas loin du minimiseur. Et qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-là, d'introduire de la parcimonie? Introduire de la parcimonie, on peut essayer de le faire de façon, ce qu'on pourrait dire une parcimonie dure, enfin, au sens que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire s'imposer que les matrices de poids, W1 et W2, doivent être creuses, avoir peu de coefficients non nuls. Et une façon de le... Alors ça, il y a une notion qui est intéressante dans ce cas-là, c'est la notion de support d'une matrice, c'est juste savoir quels sont les indices où les coefficients sont non nuls, tous les autres étant forcés à être à zéro. Une approche assez naturelle pour aborder ce genre de problème d'optimisation, et c'est plus ou moins ce qui est fait dans les iterative magnitude pruning et ce genre de choses, c'est de dire, bon, bah, on va alterner deux étapes, une étape où on cherche le support, où sont les coefficients non nuls, et puis une étape où, étant donné le support, on optimise les coefficients sur ce support. Donc ça revient à modifier un petit peu le problème initial. Une fois qu'il y a un moment, on est amené à résoudre un problème de ce type-là. J'ai un support, j'ai une hypothèse sur le support de mes matrices, et je vais chercher à minimiser, à résoudre ce problème sous contrainte de support. Tout le monde est avec moi jusque-là sur ce problème d'optimisation? Bon, ben, voilà, il est formulé. Si on avait que, comment dire, au moindre carré, si on n'était pas sur un réseau non linéaire, si on n'avait que une matrice à optimiser, on pourrait facilement faire dans tous les problèmes. Ça coupe encore? Sinon, l'audio est parcimonieux aussi avec des interruptions. Donc, ce genre de problème, bon, enfin, croyez-moi sur parole, ou enfin, si on avait l'équivalent, on a le même genre de problème. Parfois, on peut écrire quelque chose à une couche qui est linéaire, ça devient un problème de régression linéaire. Et quand fixer le support, bon, le problème est trivial. Il suffit d'inverser un système linéaire et on a la solution. Donc, on pourrait s'attendre à ce que là, ce problème, bon, bah, on a deux couches, hein, mais on connaît les supports, c'est facile, ça soit facile. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, dès qu'on a deux couches, et puis c'est encore le cas avec plus de couches, en fait, c'est un problème qui devient une NP difficile, même si on connaît le support, si on sait où sont les coefficients non nuls. Donc, c'est un problème qui est intrinsèquement compliqué. Et pire que ça, c'est un problème d'optimisation qui, d'une certaine manière, peut être intrinsèquement instable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimiseur. C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher aussi près de la valeur minimale, mais il va falloir que vous ayez des coefficients dont les poids tendent vers l'infini. Donc c'est très instable. C'est des choses qui ont été observées. Alors, j'ai des rapports oraux de collègues qui m'ont dit que ça a été observé. Je n'ai pas trouvé de source pour parler de ces éléments-là. C'est peut-être d'ailleurs un des signes d'une des difficultés qu'on a en recherche à rapporter des résultats négatifs. Peut-être c'est juste que je n'ai pas assez cherché.
dans la littérature. Mais en tout cas, voilà, ce phénomène m'a été rapporté oralement. Et ensuite, une fois qu'on a prouvé qu'effectivement, il y a ce genre de problème, eh bien, dans un papier que mon doctorant Coctounet est en train de présenter à NeurIPS, eh bien, on exhibe des problèmes où effectivement, si on cherche à résoudre ceci, les coefficients vont tendre vers l'infini. Et puis, on peut éventuellement espérer s'en sortir en régularisant, mais si on régularise pas assez, ben, les coefficients deviennent très, très grands et il y a des overflows. Si on régularise trop, ben, l'erreur qu'on obtient n'est pas bonne. Alors, bon, tout ça, c'est pas, enfin, comment dire, quand on a un problème NP difficile, ça ne veut pas dire que c'est toujours difficile. Ça, en général, enfin, une intuition, c'est se dire qu'il y a des instances qui sont difficiles pour ce problème. Et ici, une instance, ça va être lié au support qu'on se fixe. Il se trouve qu'effectivement, il y a des supports pour lesquels les choses se passent gentiment et des supports qui sont vraiment défavorables. Donc, pour voir ceci, on peut se demander est-ce que les mauvais supports sont courants? On a mené une petite expérience qui est dans ce papier NeurIPS. Donc, encore une fois, avec un réseau à 2 couches. Qu'est-ce qu'on fait? On tire au hasard des supports, des contraintes de support sur les 2 couches, en faisant varier le degré de parcimonie de ces supports. Et il se trouve que pour ce problème à 2 couches, on a un algorithme de complexité raisonnable qui nous permet de tester si le support peut mener à des problèmes mal posés ou, ou pas. Alors, ce n'est pas un test exact, mais il n'y a pas de faux positif. Si notre test nous dit il y a un problème avec ce support, on est sûr qu'il y a un problème avec ce support. On peut rater, il y a des supports qui posent problème qu'on ne peut ne pas détecter. Mais donc, dès qu'on détecte quelque chose qui pose problème, c'est effectivement le cas. Et sur cette figure où on fait varier donc, la parcimonie du support de la première couche et de la deuxième couche, donc dans le coin en bas à droite, ce que vous avez, c'est des supports qui sont très creux pour les 2 couches. Et là, on s'aperçoit que la plupart, en fait, avec ce tirage Monte-Carlo, la plupart des supports posent problème. Alors, comment on peut s'en sortir s'il y a vraiment ce problème? Bah, nous, on a envisagé 2 alternatives. Une première, c'est la régularisation que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire on va remplacer notre problème d'optimisation sous contrainte de parcimonie par quelque chose avec ou sans contrainte de parcimonie, par quelque chose où on met un régulariseur. On va chercher des poids qui, finalement, on va défavoriser des poids de grande amplitude. Avec une question, quel est le type de régularisation qu'il faut pour, notamment si on ne veut pas mettre de parcimonie dure, mais qu'on veut que cette régularisation nous emmène vers une solution parcimonieuse. Et puis une autre alternative, c'est d'essayer de travailler de se restreindre à des supports, des types de supports dont on sait qu'ils sont bons, enfin qui sont sympathiques. On va parler un instant de cet aspect régularisation. Alors, encore une question sur la familiarité. Ici, il y a peut-être 2 types de normes qui sont assez utilisées pour faire de la régularisation parcimonieuse en problème inverse, la norme L1 et la norme L2, qui est un tout petit peu familier avec ces histoires de régularisation parcimonieuse. OK. Donc, si je veux de la parcimonie, quelle norme je dois utiliser? OK. Si je mets de la norme L2, qu'est-ce que ça va faire? La norme L2 au carré. Ça va rapprocher un peu tous les coefficients de zéro, mais l'intuition qui vient de tout ce qu'on connaît dans les problèmes inverses avec régularisation parcimonieuse, c'est que mettre de la régularisation avec la norme L1, ça va favoriser une solution qui a un certain nombre de coefficients qui sont exactement zéro. Ça promeut la parcimonie. Et mettre une norme L2, ça va faire qu'en moyenne, tous les coefficients essayent d'être petits, mais bon, ils peuvent être un petit peu tous de la même magnitude. Enfin, ça ne va pas favoriser explicitement la parcimonie. Ça, c'est l'intuition qui nous vient des problèmes inverses linéaires et de leur régularisation. Eh bien, ici,
Voilà, donc là, c'est le résumé. Le savoir-faire qui est tiré des problèmes inverses parcimonieux, c'est ces deux premiers points qu'on vient d'évoquer. Et puis, c'est aussi que bon, bah, si on a trouvé le support, le problème est résolu, il n'y a plus qu'à résoudre un problème au moindre carré, on inverse une petite matrice, tout va bien. Et qu'en fait, d'ailleurs, aussi, pour trouver le support, des algorithmes itératifs qui font du seuillage fonctionnent bien. Finalement, regarder quels sont les grands coefficients et mettre à zéro les autres, c'est une bonne heuristique. Vous aurez peut-être déjà noté que le troisième point, je viens de vous dire que dès qu'on a deux couches, c'est plus vrai. Trouver le support, ça ne rend pas le problème facile. Dès que le support est. Enfin, il y a des supports pour lesquels trouver les meilleurs coefficients reste un problème extrêmement compliqué, quoi. En fait, tout ça, effectivement, ça se casse dès qu'on a au moins deux couches, en linéaire ou en non linéaire. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous donner des détails, mais essentiellement, avec la norme L1, on a des problèmes analogues à de l'apprentissage à deux couches, où la solution de norme L1, norme L1 minimale n'est pas du tout ce qu'on voudrait et est dégénérée et pas parcimonieuse. On a des problèmes d'apprentissage de réseau de neurones où on met la norme L2, ce qui s'appelle le weight decay. Et en fait, on peut prouver qu'elle induit une forme de parcimonie. Ça, c'est dû à des formes de. Alors, sur des réseaux relus en particulier, c'est dû à des formes d'invariance par remise à l'échelle des poids dans un réseau de neurones. J'aurais peut-être pas le temps de développer, ça fait déjà 45 minutes que je parle. Et puis, bon, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'écroulent dans le cadre profond. Et c'est pour ça que c'est plutôt l'approche structurée qu'aujourd'hui on considère dans notre équipe comme quelque chose de prometteur. Essayer d'identifier des formes de parcimonie structurée qui rendent les problèmes raisonnablement posés. Avec un fort focus actuellement sur la notion de structure papillon. Donc, je ne vais pas rentrer dans la définition. Enfin, ici, vous avez une illustration des supports de matrices facteurs papillon. Donc, d'où ça vient? Ça vient des transformés de la FFT, transformés de Fourier rapide. La matrice associée à la transformée de Fourier s'écrit comme un produit d'un petit nombre de matrices dont la structure des zéros non zéros est indiquée par ces matrices-là. Et donc, plus largement, on peut se dire, quand j'ai une matrice, par exemple, je peux essayer de l'approcher comme un produit de matrice avec ses contraintes de support. Et ça c'est relié à un certain nombre de domaines d'analyse numérique, et ça offre des possibilités d'implémentation efficace. Et c'est des choses qui sont en train d'émerger pour être mises au cœur de réseaux de neurones, pour remplacer notamment des couches denses par des couches de ce type-là, ou alors pour faire du fine-tuning sur des couches denses en faisant des perturbations qui aient ce type de structure et qui aient de l'efficacité intrinsèque. Alors, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais donner juste un petit éclairage sur deux résultats récents qu'on a pu obtenir autour de ce type de parcimonie structurée. Donc, le premier, c'est un résultat où on ne regarde pas un problème d'apprentissage de réseau de neurones, mais un problème de factorisation de matrices. Ce qu'on se donne en entrée, c'est une matrice A, dont on ne connaît pas a priori la structure. Enfin, on se donne la matrice, et ce qu'on cherche, c'est à l'approcher par une transformée rapide, et donc à trouver des facteurs avec cette structure papillon, et que le produit des facteurs soit une bonne approximation de notre matrice de départ. Donc ça, c'est le problème qu'on se fixe. Donc, on a ici un problème d'optimisation. Alors, comment on peut faire pour résoudre ce problème? A priori, on peut faire de la descente de gradient. Ça serait sans doute, on peut faire de la descente des gradients sur les facteurs. Il se trouve que ça fonctionne, mais ça met un certain temps à converger. Et ici, j'ai une petite illustration de temps de calcul. Alors, les courbes vertes et oranges, c'est avec de la descente de gradient avec ou sans momentum. Voilà les compromis entre l'erreur d'approximation qu'on obtient et le nombre d'itérations de l'algorithme. Au passage, on s'aperçoit qu'ici, Adam marche moins bien que la descente de gradient toute simple.
Mais surtout, ici, voilà les compromis qu'on obtient avec l'algorithme spécifique qu'on a proposé pour cette structure, qui n'est pas du tout une descente de gradient, qui est un algorithme hiérarchique, donc je ne vais pas avoir le temps de donner les détails, mais il utilise à un certain nombre d'endroits des SVD bien choisis, et voilà, en une fraction du temps qu'on prend pour converger, on est essentiellement à précision machine pour résoudre le problème en question. Donc ici, exploiter la structure du problème, ce problème de factorisation, ce n'est pas un problème d'apprentissage avec des réseaux. On ne sait pas encore faire l'équivalent avec des réseaux qui auraient une structure butterfly. Mais là, sur cette espèce de courbe de Pareto, ça nous amène beaucoup plus bas que ce qu'on aurait pu faire autrement. Alors, petite limitation, ça marche ici. Pourquoi j'ai une erreur toute petite? Parce que je suis parti d'une matrice qui est bien approchée par quelque chose avec sa structure butterfly. Si je prends la dernière matrice dense d'un réseau de neurones entraîné sur étagère, a priori, il n'y a pas de raison que je sache qu'il va y avoir une bonne approximation. Donc, ça ouvre plein de questions. Est-ce qu'il y aurait de la régularisation implicite lors de l'entraînement qui nous amène avec des choses qu'on pourrait approcher comme ça? Ou est-ce qu'on peut promouvoir, sans trop perdre de performance sur la performance du réseau, des matrices qui auraient cette structure et bénéficier de ces choses-là? Tout ça, ça reste très ouvert. Je vais conclure avec un deuxième résultat récent. Cette fois-ci, le problème qu'on regarde est légèrement différent. C'est un problème lié à la quantification de réseau. Alors, quantification de réseau, en fait, quantification de produits de matrice. On est donc encore dans un problème un petit peu jouet. Donc, on change un petit peu la nature de notre problème. Ce qu'on se donne en entrée, c'est des facteurs, des matrices qui ont la structure butterfly. Donc, on a, voilà, c'est les facteurs qu'on a par exemple, calculés avec l'algorithme précédent. Ces facteurs sont a priori représentés sous forme de float, enfin, à la précision usuelle sur la machine, et on voudrait les quantifier avec moins de bits pour réduire l'empreinte mémoire de la description de ces facteurs. La façon la plus naturelle, sans doute, de le faire, c'est on prend chaque facteur, on prend chaque coefficient, on arrondit au plus proche, et voilà. Il se trouve qu'il y a mieux à faire, et basé sur une analyse fine de remise à l'échelle, etc., on a développé un algorithme qui, qui avant de faire de la quantification plus proche voisin, fait des remises à l'échelle bien choisies de lignes et de colonnes des différents facteurs. Et vous pouvez observer ici ce qu'on obtient en fonction du nombre de bits qu'on cible. Quelle est l'erreur d'approximation obtenue? Donc, avec la courbe rouge, on est plus à gauche, donc on obtient la même erreur avec moins de bits. Essentiellement, on a besoin de 30% de 30% de bits en moins. Et c'est là que j'aimerais bien une ABAC qui permet de traduire tant de bits en moins, c'est tant d'énergie en moins pour faire des calculs avec ce type de matrice. Voilà, je vous propose de conclure ici. J'avais d'autres choses pour pouvoir faire un survol rapide des aspects apprentissage compressé, mais je vais basculer directement sur ma conclusion. Éventuellement, on pourra en discuter offline avec ceux que ça intéresse. Donc, donc là, j'ai essayé de vous montrer en quoi la parcimonie, ça reste quelque chose d'actualité et qui offre des perspectives pour l'apprentissage, pour la frugalité en apprentissage, mais que les choses ne sont pas du tout évidentes dans le sens où la connaissance acquise, ça peut, si on prend de la parcimonie dans un sens non structuré, la connaissance acquise sur les méthodes ne se traduit pas du tout directement dès qu'on est en cadre profond. Il y a des pistes qui sont ouvertes, notamment via de la parcimonie structurée et des papillons. Il y a ce dont je ne vous ai pas parlé, qui est des projections aléatoires, des random features, du sketching, qui permettent de faire de la réduction de dimensions drastique pour résumer une collection d'entraînement à un tout petit vecteur, et dans certains cas, notamment pour le clustering, va faire essentiellement aussi bien que les cas moyennes, mais en ayant plus accès aux données, donc avec des gains en privacy et des gains en mémoire, de la compatibilité avec du distribué. Donc,
Ce qu'on a prévu d'explorer, notamment dans le projet Sharp du PEPR IA sur l'IA frugale, c'est d'une part d'explorer, de viser des architectures d'apprentissage. Alors par architecture, je dis au sens large, c'est pas seulement des architectures de réseaux de neurones, mais c'est les architectures algorithmiques et les principes d'optimisation qui vont au-delà de la descente de gradient, par exemple, ou des principes où, au lieu de faire de l'entraînement sur une collection, on va sketcher une collection pour en extraire les informations substantielles. Donc, une part de frugalité qui vient des architectures et une part de frugalité qui vient aussi des principes. On en a parlé, il y a besoin, il y a des choses qui viennent des données, mais on a des siècles de connaissances acquises dans un certain nombre de domaines sur des équations qui viennent de la physique et qui sont satisfaites. Alors, vous pouvez penser à des Physical Informed Neural Networks, mais il y a des invariances qui sont satisfaites par les données. Aujourd'hui, on fait de la data augmentation pour ajouter cette invariance. Est-ce que c'est très frugal? Voilà. Il y a des situations où il y a des connaissances sous forme de graphes. Voilà. Comment incorporer de la connaissance et fusionner de la connaissance et des données de façon à régler ce curseur entre performance et ressources. Merci de votre attention. Merci Rémi pour ton exposé très riche et profond. Des questions? Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais en fait sur cette question de parcimonie là, sur les matrices de poids dans les réseaux de neurones, est-ce que ça a déjà été envisagé et est-ce que ça aurait un intérêt de considérer une parcimonie en petit rang, c'est-à-dire des matrices de poids qui auraient un petit rang? Alors, effectivement, c'est le cas. Ça a déjà été pas mal regardé. Déjà, merci de l'appeler ça comme une forme de parcimonie. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est un des avatars de la. Aujourd'hui, on peut voir le rang faible et la parcimonie comme deux avatars du même phénomène de petite dimension. Donc, le petit rang est déjà quelque chose qui est exploité, par exemple, dans des techniques comme ce qui s'appelle LoRa pour le fine-tuning de réseau. On entraîne un gros réseau sur un gros jeu de données, puis on veut l'adapter à une tâche où on a peu de données pour l'adapter. Et on va faire une perturbation de petit rang de la matrice de départ. Ça, c'est une façon de mettre du petit rang. Il y a une autre façon de mettre alors, il y a également certains travaux qui ont montré que dans certains contextes, l'entraînement favorise naturellement des matrices de petits rangs. Donc, il y a des situations où on observe que les matrices ont tendance à avoir un petit rang, donc on peut les compresser en les remplaçant par une approximation de rang faible. Et puis ça va au-delà aussi. Là, on parle de matrice de rang faible, mais il y a également des travaux qui utilisent notamment le fait que des convolutions, ce sont des tenseurs de convolution parce qu'il y a plusieurs canaux, etc. Et qu'on se retrouve avec des tenseurs sur lesquels on peut aussi définir des formes de rang faible. Quand on a un tenseur de rang très faible, ça peut réduire la complexité des calculs. Donc, ce sont aussi des techniques qui sont exploitées. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci pour la présentation. Ma question va prouver que je ne comprends absolument rien en mathématiques. Vous avez dit qu'il y avait deux unités, les bits et les flops. L'AI Act ayant mis un seuil en flop, est-ce que les moins 30% de bits correspondent à peu près moins 30% en flop ou pas du tout? Alors, pour le coup, je ne sais pas répondre à la question. C'était un petit peu le sens de ce que j'évoquais. C'est que en mémoire, je sais ce que ça signifie de réduire le nombre de bits. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas expert de la. Enfin, déjà, ça dépend. Pardon, je vais rembobiner un petit peu. Si on appelle flop le nombre de multiplications par un nombre en virgule flottante, voilà, au départ, j'avais des flops avec des flottants en 32 bits. Après, j'ai des flottants en 4 bits ou en 8 bits. C'est le même nombre de flops. C'est juste que chaque opération en virgule flottante va a priori coûter moins. Maintenant, de combien elle coûte moins?
Ça, j'en suis pas expert. Il me semble avoir vu, mais que je ne les ai pas sourcés, quelques diagrammes, quelques mesures et ça paraît raisonnable, qui dirait que quand on divise par 2 le nombre de bits, on divise par 4 le, le coût des produits entre flottants. Mais la mesure, ou en tout cas la BAC, pour avoir des ordres de grandeur, est un complément important. Si c'est le cas, si on a bien division par 4 de l'énergie, c'est-à-dire que moins 30% de bits, pour ce qui est des flops, c'est moins 50% d'énergie par rapport à une quantification naïve. Merci pour la présentation. J'ai une question très haut niveau par rapport à ce que vous avez dit au tout début sur peut-être qu'on n'a pas besoin d'augmenter des performances et qu'il faudrait se poser des questions sur est-ce que on n'a pas quelque chose de suffisant déjà? Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller plus vite, quoi? J'ai l'impression que se poser ce genre de questions, ça implique beaucoup de choses sur le monde de la recherche, en tout cas dans le domaine des intelligences artificielles et de l'apprentissage, notamment mettre en lien ce qu'on fait avec les usages, aussi recontextualiser par rapport aux enjeux. Et j'ai l'impression que c'est très difficile enfin, c'est très différent de ce qui se passe actuellement quand on cherche à avoir justement quand on travaille sur des choses assez génériques qui peuvent s'appliquer à plein de choses. En tout cas, moi, j'ai du mal à voir le lien entre certains travaux d'optimisation et les enjeux. Enfin, je crois qu'il faut il manque un lien peut-être par là entre les applications et les modèles. Oui, alors ça, c'est une question. Enfin, j'aurais pas vraiment une réponse sur sur cet aspect-là, mais cette interaction entre, on va dire, ce que vous mettez dans recherche, je veux dire recherche en informatique et mathématiques, et des aspects que, pour faire vite, je qualifierais plus de SHS, des aspects sociétaux, des choix politiques. En fait, ça me ramène un petit peu sur c'est des aspects qui sont un peu plus larges et que j'ai pas vraiment couvert ici. C'est que il y a des moments, il y a un moment, on est amené, enfin, nous, je pense, dans le domaine soit de la théorie de l'apprentissage, soit enfin, de tout ce qui se discute ici, on est amené à éclairer sur qu'est-ce qui est possible en termes de consommation, en termes de qualité, quels sont les réglages possibles. Et en tant qu'on est tous aussi citoyens, donc on peut tous avoir nos avis sur sur où est-ce qu'il faudrait placer le curseur. Mais ma conviction, c'est que il faut éclairer les décideurs, enfin, il y a peut-être aussi des interactions et plus de lieux de rencontre avec des économistes, qui ont des outils pour savoir aussi quels sont les leviers sur l'interaction avec les usages. Encore une fois, à un moment, les décisions sur comment on va utiliser ces leviers, je pense que c'est un registre politique, mais savoir modéliser. Alors, je crois que l'autre jour, je discutais avec Tang et Denis. Je crois qu'il y a des aspects, par exemple, de modélisation de type théorie des jeux sur qu'est-ce qui se passe dans certaines situations, si on change un petit peu les notions de coût ou les rétributions, est-ce que ça change les équilibres? Est-ce que ça peut changer des choses sur les effets rebonds? Je pense que du point de vue de la science, on peut donner des éclairages sur ce que nos modèles permettent de prédire sur les réglages possibles. Et puis ensuite, il y a des aspects où il faut être capable d'éclairer autant que possible les citoyens et les décideurs pour qu'il puisse y avoir des décisions appropriées. Alors encore merci pour la présentation. Je vais revenir sur une question un peu technique. Vous avez parlé de parcimonie dans les réseaux. Venant de la filière statistique, j'ai déjà entendu parler, surtout en statistique en grande dimension, de parcimonie où en fait, la parcimonie, elle est plutôt en fait appliquée sur directement des colonnes ou des lignes de la matrice. Est-ce que ça a déjà été fait?
par exemple, une fois qu'on a entraîné le réseau, d'essayer d'approximer les matrices qui sont dans le réseau, mais en fait en supprimant carrément des lignes ou des colonnes, ce qui correspondrait à carrément supprimer en fait plusieurs connexions d'un neurone à un autre, ou est-ce que ça marche pas? Alors, je sais que ça a déjà été fait. Vous l'aurez peut-être constaté, je suis quand même relativement un théoricien, donc je n'ai pas forcément le survol sourcé de tout ce qui a été testé. Mais effectivement, l'élagage de neurones ou j'avais peut-être pas deux couches, parce que bon, quand on enlève une couche, il faut encore connecter les couches précédentes aux couches Mais par paquet, suivantes. quoi. Mais en tout cas, des choses par paquet, ça a été. J'ai déjà vu ça, donc oui. Ça se fait. Donc, c'est des façons d'introduire une forme de structure. Et c'est des choses qui sont faites, motivées notamment par le fait que ça, là, pour le coup, ça diminue facilement la complexité algorithmique. Remplacer une matrice dense d'une certaine taille par une matrice plus petite, les GPU savent bien faire et on gagne. Alors que remplacer une matrice dense par une matrice creuse, c'est pas un format qui est très favorable pour les GPU. Des formats structurés. Si on veut aller vers de la parcimonie sur un GPU, il faut vraiment exploiter de la structure. Mais donc, voilà, sur cette question. Élagage par neurone, par groupe de neurones, oui, ça, c'est des choses qui ont été, qui sont beaucoup explorées. Tout à fait. C'est ça. Une dernière question. Peut-être très rapidement, donc du coup, pour retirer un pourcentage des bits de la mantine, moi j'ai l'impression que peut-être il y a un effet de seuil là-dedans. Je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse avoir un coefficient de proportionnalité. Parce que c'est pas pareil que suivant les architectures de base, mais bon, ça c'était juste une remarque. Je pense qu'il y a peut-être un effet de seuil là derrière. Puis j'ai juste une question sur l'exemple que tu as donné là de Relu. Tu dis donc que quelque part, tu as un problème qui est NP difficile et mais qui est même instable, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il n'y ait pas de solution. Mais est-ce que ça, c'est un problème en fait? Si nous, on fait pas mal d'approximations, est-ce qu'on peut du coup regarder ce problème un peu comme une sorte d'approximation, même si tu n'as pas la solution? Est-ce que c'est vraiment grave qu'il soit NP dur le problème? Alors, le caractère NP complet, ça, je suis complètement d'accord. C'est pas forcément ça D'abord, d'autres domaines, notamment les problèmes inverses sous contrainte de parcimonie, il y a des problèmes dont on sait qu'ils sont NP complets, mais en fait, une gamme bien circonscrite de sous-problèmes qui sont tout à fait raisonnables et représentatifs de ce qu'on représente en pratique. Là, on peut montrer que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de difficulté. Primo. Secondo, avoir l'optimum, en général, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est à epsilon, et puis il faut savoir quel est le epsilon près. Le NP complet, les résultats sur lesquels on s'appuie, c'est du epsilon qui dépend de la taille de la matrice puissance -7. Donc, on peut soupçonner que si on est un peu plus tolérant, si on a des raisons de pouvoir être plus tolérant, peut-être que ce n'est pas NP complet. Pour moi, ce qui est le plus critique, là, c'est de voir que ce n'est pas seulement NP complet. C'est qu'il y a vraiment des instances où il n'y a pas d'optimum et même pour s'en approcher un peu, il faut laisser les coefficients, il faut sans doute s'autoriser des overflows dans les coefficients. Ça, c'est plus problématique et voilà, ça correspond à des instabilités, à des formes d'instabilité où c'est quelque chose qu'il faut, je pense, mieux comprendre et traiter pour. On pourrait discuter offline avec Rémi. Merci, Rémi.